Passons maintenant à la tache actinique. La tache actinique, qu'est-ce que c'est? C'est une lésion pigmentée, plane, qui apparaît avec l'âge dans les zones photo-exposées. Alors je vous mets en garde d'emblée sur la terminologie. Dans la littérature anglo-saxonne et dans certaines revues françaises, il y a un usage aussi de termes de lentigo-actinique ou lentigo-sénile, ce qui crée une certaine confusion d'interprétation, notamment avec la distinction entre les lésions qui sont épithéliales kératinocytaires et les lésions qui sont mélanocytaires. Je vous engage personnellement pour indiquer aux cliniciens qu'il ne s'agit pas d'une prolifération mélanocytaire, mais simplement d'une hyperpigmentation épithéliale, à plutôt utiliser le terme de tache actinique plutôt que d'autres termes comme lentigo-actinique ou lentigo-sénile. C'est une lésion qui est bénigne par définition. D'un point de vue histopathologique, qu'est-ce qu'on va observer? Eh bien, on va observer une hyperpigmentation au niveau de la couche basale des kératinocytes de l'épiderme. Ça va souvent s'associer à une modification du relief épidermique avec des crêtes épidermiques qui sont fines et allongées, avec un allongement qui est régulier et une hyperpigmentation qui prédomine en général à leur partie inférieure. Le nombre de mélanocytes est peut-être légèrement augmenté, mais ça n'est pas une prolifération mélanocytaire. L'aspect est parfois très proche d'une kératose séborique réticulée qu'on a vu précédemment. Les kératinocytes peuvent être très légèrement atypiques, mais si ces atypies sont trop marquées, dans ce cas-là, ça sera plutôt une kératose précarcinomateuse pigmentée. On va avoir un peu de mélanophage et quasiment par définition, on est sur un fond d'élastose solaire. À plus fort grossissement, donc on observe ces crêtes épidermiques un peu allongées, fines, pas du tout épaissies, et qui ont à peu près la même longueur et qui ont une hyperpigmentation sans atypie kératinocytaire et sans prolifération mélanocytaire. Quels sont les diagnostics différentiels qui peuvent être envisagés? La kératose séborique réticulée, c'est parfois très difficile de faire le diagnostic, en particulier à un stade débutant, et fréquemment vous serez amené à discuter les deux. Vous avez ici un exemple où là, au niveau latéral, on a des crêtes épidermiques qui sont un petit peu allongées, peut-être un peu pigmentées, et vous retrouvez en fait ici à droite, si on démasque la partie droite de lésion, un aspect qui évoque plutôt une kératose séborique réticulée. Donc c'est parfois difficile et vous serez fréquemment amené à discuter les deux, ça n'a pas une grande incidence. Les proliférations mélanocytaires, en particulier les névus jonctionnels, peuvent parfois être assez pauvres et avoir uniquement quelques mélanocytes qui ébauchent des nids le long ou au sommet des crêtes épidermiques. Et parfois il faut s'y reprendre à deux fois ou faire une immunohistochimie pour objectiver cette prolifération mélanocytaire. Enfin, dans la macule café ou les félides, on peut aussi avoir une hyperpigmentation basale, en général sans modification réelle du relief épidermique. Dans l'hyperpigmentation post-inflammatoire, on observera plutôt une incontinence pigmentaire dans le derme avec des mélanophages. Alors les lésions bénignes associées à l'HPV, malpighienne, donc les verrues virales, vont pouvoir toucher aussi bien l'enfant que l'adulte. Elles sont bien sûr associées à une infection cutanée transitoire par un virus de la famille HPV et vont se présenter sous la forme de lésions hyperkératosiques bien limitées qui sont souvent multiples. Ici par exemple sur ce doigt vous en avez une ici, puis vous en avez une autre qu'on devine ici. La présentation clinique va un peu varier selon le site anatomique. Sur les paumes et les plantes, elles sont souvent plus hyperkératosiques et parfois elles peuvent au contraire avoir un relief plan, et on va parler par exemple dans ce cas-là de verrues planes. Ce sont par définition des tumeurs bénignes. Alors quel aspect histopathologique pour ces verrues virales? Eh bien ça dépend un peu des variants, mais l'aspect le plus fréquent c'est celui d'une prolifération épidermique avec une architecture, un relief papillomateux. C'est-à-dire qu'on aura des projections exophytiques vers l'extérieur avec une alternance, avec des invaginations vers la profondeur, vers le derme. De plus près, plusieurs signes sont assez intéressants, c'est que au-dessus de ces projections exophytiques, on aura fréquemment une parakératose qui fait un peu des colonnes de parakératose surmontant ces projections, c'est assez typique. Et au contraire, au niveau des invaginations vers l'intérieur, il y aura souvent une hypergranulose avec une couche granuleuse bien visible
des grains de kératohyaline qui sont de taille irrégulière et parfois un aspect d'effet cytopathogène HPV avec des cellules qui sont un peu dilatées, qu'un cytoplasme vacuolisé, des grains de kératohyaline irréguliers qu'on pourrait, par analogie avec l'aspect observé en cytologie, appeler coïlocytes. Encore un autre petit indice diagnostique est que sur le bord latéral de la lésion, il y a fréquemment une incurvation des crêtes épidermiques vers le centre de gravité de la lésion. Alors, voici une image à fort grossissement de ce qu'on pourrait considérer comme étant le reflet d'un effet cytopathogène HPV dans l'épiderme, dans une lésion de type verrue virale. Eh bien, il y a très souvent une hypergranulose avec des grains de kératohyaline qui sont de taille irrégulière, qui sont un peu grossiers, parfois des inclusions cytoplasmiques éosinophiles ou basophiles, qui traduisent des agrégats de particules virales dans le cytoplasme des kératinocytes. Et on a aussi de temps en temps des vacuolisations des cytoplasmes des kératinocytes. Voilà, donc parfois ces aspects rappellent un peu les coïlocytes cytologiques. Alors l'aspect histopathologique des verrues va varier un peu selon le variant exact. Dans la verrue vulgaire, c'est celle dont l'architecture va être essentiellement papillomateuse, exophytique et endophytique, avec une parakératose en colonne verticale. Dans la verrue plane, c'est plutôt un relief plan avec une acanthose régulière. Et dans la verrue plantaire ou palmaire, on va avoir une parakératose épaisse, une silhouette qui est endophytique, cratériforme, et souvent ces gros grains de kératohyaline avec parfois des inclusions éosinophiles qu'on a illustrées précédemment. Alors quel diagnostic différentiel ? La verrue virale doit parfois être distinguée d'une kératose séborrhéique, en particulier quand la lésion présente un relief papillomateux. Donc on va chercher des stigmates à minima d'infection, d'effets cytopathogènes associés à l'HPV. Parfois l'amartome épidermique, quand il présente un relief papillomateux, comme ce qui est illustré ici, peut aussi porter à confusion. Le carcinome épidermoïde et le carcinome épidermoïde verruqueux en particulier, normalement la distinction va reposer sur la présence d'atypie, sur un aspect infiltratif, endophytique, qui n'est normalement pas présent dans une lésion virale bénigne. Alors voyons maintenant le dyskératome verruqueux. Donc c'est une lésion qu'on va observer chez l'adulte, qui est en général unique, qui est une lésion bénigne et qui va se matérialiser comme ici par une dilatation dans laquelle on va observer un matériel kératosique, éventuellement en l'occurrence ici qui ressemble un peu à un comédon. Alors en microscopie, à quoi ça ressemble ? On voit immédiatement que c'est une lésion avec une silhouette cratériforme, une invagination endophytique, avec de la kératine, ce contenu éosinophile rouge, et il y a une prolifération malpighienne au niveau de la paroi, c'est pas juste un kyste, et ça jouxte parfois un follicule pileux, et on va voir qu'au niveau du revêtement épithélial, il y a des anomalies morphologiques particulières. À plus fort grossissement, quelles sont ces lésions élémentaires qu'on va observer dans le revêtement? Elles vont être associées de deux types. On va observer de la lacantholyse et de la dyskératose. Cette acantholyse, ça va se matérialiser par des fentes de clivage entre les kératinocytes. Et cette dyskératose, cet aspect de kératinocyte dyskératosique, ça va associer deux lésions élémentaires, deux aspects morphologiques élémentaires, les corons et les grains de Darrier. Alors les grains de Darrier, ce sont ces kératinocytes, ces noyaux de parakératose allongés ici, un peu en cigare, comme cela. Et les corons, ce sont ces kératinocytes avec un cytoplasme arrondi, un peu vacuolisé et une condensation éosinophile autour du noyau, qui correspond donc à un trouble de maturation des kératinocytes. Ces anomalies d'acantholyse et de dyskératose prédominent en général au niveau de la base de la lésion. Une autre image à fort grossissement dans laquelle on observe mieux l'association entre les grains de Darrier, ces noyaux parakératosiques allongés en cigare, et les corons, ces kératinocytes qui maturent bizarrement avec une condensation du cytoplasme autour du noyau et un halo de rétraction. Quels sont les diagnostics différentiels? L'acanthoma acantholytique, qu'on a vu antérieurement dans le cours,
dans lequel l'acantholyse pure est un peu plus fréquente, mais peut parfois avoir aussi un peu de dyskératose. Et surtout, c'est la silhouette lésionnelle qui va être différente, puisque le dyskératome verruceux est une lésion endophytique cratériforme, alors que l'acanthome acantholytique est une lésion plane. La maladie de Grover est un contexte clinique différent, puisque c'est une éruption souvent croûteuse sur le tronc d'une personne âgée. Donc contexte clinique complètement différent, ce n'est pas une lésion unique. La maladie d'Arié va aussi se présenter sous la forme de lésions croûteuses qui sont en général débutent plutôt à l'enfance ou l'adolescence. Encore une fois, ce n'est pas du tout le même contexte clinique. Et on peut aussi observer des foyers de dyskératose ou d'acantholyse focale qui sont des foyers de petite taille et qui en général ne poseront pas de problème diagnostique. Ici, vous avez une illustration d'une maladie de Grover, donc qui cliniquement était une éruption de lésions multiples et qui histologiquement associe des lésions d'acantholyse, des clivages entre les kératinocytes et des noyaux de dyskératose avec des grains de darier et des coraux. Nous avons terminé le premier cours de SpacePath. Et c'est maintenant à vous de jouer. Si vous ne révisez pas les connaissances que vous venez d'acquérir, vous allez vous rendre compte rapidement que vous avez tout oublié. C'est pourquoi nous vous proposons de mettre en application ces connaissances et de tester de manière ludique la rétention de ces connaissances en utilisant le jeu de cartes mémoire Anki que nous mettons à votre disposition. Nous vous conseillons d'utiliser rapidement ce jeu de cartes, soit sur votre ordinateur en utilisant des clients Anki disponibles sur PC, Mac ou Linux, soit en utilisant un client Anki sur votre téléphone, et c'est l'option que vous nous recommandons et que vous pouvez utiliser dans la journée, à l'occasion par exemple d'une pause ou lors de vos trajets en transport en commun. Nous vous donnons rendez-vous pour le deuxième cours ou pour l'examen selon vos progrès dans le projet.